En Belgique francophone, nous sommes 4,5 millions de téléspectateurs à composer le paysage audiovisuel. La chaîne du service public, la RTBF, et les groupes privés RTL TVI ou encore LN24 se partagent en grande partie ce marché. Les représentants de ces groupes ont accepté de répondre à mes questions à l'heure où l'info n'est plus toujours source de confiance. Au début des années 2000, les enjeux, c'était des enjeux pérennes, une information indépendante, une information pluraliste, une information qui balance entre la narration du réel, de l'actualité et la description, l'investigation. Mais au début des années 2000, le champ concurrentiel était un champ local, presse écrite, presse audiovisuelle, là où aujourd'hui, le champ concurrentiel, il est mondial. S'il y a bien un qualificatif qu'on peut retenir finalement de cette aventure-là, enfin de ce début d'aventure, c'est que c'était audacieux, puisqu'effectivement il n'y avait pas de, vous vous souvenez qu'il n'y avait pas de chaîne d'information en Belgique francophone, a fortiori en Belgique entière, quand on a lancé la chaîne. Donc audacieux, oui ça l'était, parce que le marché est assez petit, le marché francophone. Il y avait vraiment une attente, un désir pour une soif d'information, une autre source d'information quelque part. Et puis c'était audacieux et puis les audiences vont en grandissant. Donc c'est une super aventure, quoi. Oui, les enjeux étaient nombreux à l'époque parce qu'on commençait effectivement à arriver à cette espèce de croisement du monde des médias qui était en pleine mutation déjà à l'époque. Il a poursuivi cette mutation des dernières années d'ailleurs de façon exponentielle, de plus en plus rapide. Un journaliste dans les métiers de l'information est une femme, un homme au service d'une déontologie professionnelle stricte, avec ces notions d'indépendance, de pluralisme. Mais par ailleurs, en 20 ans, les outils de production ont changé de manière totale. On avait des outils analogiques. Il y a 20 ans de ça, un homme mettait chaque sujet du journal télévisé dans un lecteur VHS au moment de sa diffusion. Aujourd'hui, c'est un clic de souris. En 20 ans aussi, la vitesse de transmission a été totalement bouleversée. Aujourd'hui, lorsqu'un événement survient, on est informé de l'existence de cet événement. En 20 ans, le rapport du public aux médias s'est transformé. Il était passif, il est aujourd'hui actif. Il était le destinataire, aujourd'hui il peut en être le créateur. Alors, il y avait de l'information, hein, évidemment, vous connaissez, il y avait de l'information télé, il y a la RTB, il y a RTL qui font très bien leur job, mais il n'y avait pas ce canal full info, cette information du matin au soir, avec un 13 heures de live, d'information live chaque jour, et c'est en ça que je trouve que le pari est audacieux, c'est qu'on ne savait pas non plus, on sait que les Français, par exemple, sont extrêmement politisés, ils ont une culture du débat, etc. On n'était pas certain non plus que ça répondrait aux attentes des Belges francophones, et on voit maintenant que c'est le cas. On trouve notre place dans ce paysage audiovisuel francophone, et donc on est là, quoi. On a des gens qui sont devenus pluridisciplinaires, et donc quelqu'un qui peut faire un sujet. Chez nous, c'est pas vraiment seul, parce qu'on est souvent en équipe de deux, mais qui est capable d'interroger, de filmer, de monter et de produire un sujet en tant qu'individu. C'est une première chose qui a beaucoup changé. L'autre chose, c'est qu'on a eu devant nous une concurrence qui s'est de plus en plus développée. On a les réseaux sociaux qui ont pris une importance démesurée. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons plus que jamais un devoir d'information, d'éthique, de déontologie et de respect des gens qui nous écoutent et qui nous croient, plus important que jamais. La RTBF, elle a de multiples rôles comme opérateur public. Elle a un rôle d'information, mais elle a également un rôle d'ouverture, d'éducation, d'éveil à ce qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a un rôle de divertissement, un rôle plus léger, avec en filigrane de ces rôles de découverte et de divertissement, la culture, les créateurs belges francophones. Et en filigrane du focus de l'info, il y a la relevance pour le public belge francophone, les Wallons et les Bruxellois, la proximité avec les enjeux qui les concernent,
et la nécessité du pluralisme dans les points de vue, les opinions, les cultures. D'abord, le rôle information, hein, information factuelle. Là-dessus, on essaye d'être vraiment béton irréprochable. C'est un travail vraiment constant et quotidien. Et puis, il y a le rôle aussi, on l'avait toujours dit il y a 2 ans et demi, 3 ans, quand on étudiait le projet, on voulait... Alors, à l'époque, on disait élever le débat. Hein. C'était peut-être un peu présomptueux de dire ça, je trouve, maintenant, avec le recul qu'on a. Mais on essaie, en tout cas, de nourrir le débat. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas accès à la télévision, qui n'avaient pas accès à l'antenne, qui n'avaient pas accès aux studios, qui l'ont maintenant. On a ici, dans ces studios, enfin, sur N24, entre 30 et 40, une trentaine d'invités extérieurs qui arrivent ici chaque jour, donc avec des sons de cloche parfois complètement différents et qui n'ont pas l'habitude non plus, qui n'ont pas accès à tout ça, à toute cette visibilité aussi. Et tout ça, ça nourrit effectivement le débat démocratique. Donc s'il y a un rôle à retenir, c'est informer évidemment, et puis nourrir le débat, je dirais. Et ça, je pense que c'est un rôle qu'on tient assez bien pour le moment. Tout RTL, moi je vais vous dire que le rôle que nous avons, d'une part, c'est d'amuser, de divertir, d'informer des publics les plus variés par des canaux les plus variés possibles. TV, radio, réseaux sociaux. Ça, c'est notre mission en tant qu'RTL. Je pense qu'on n'y arrive pas trop mal, puisqu'on est leader, ce qui est quand même une bonne chose. On a le rôle aussi d'être rentable des actionnaires, une société privée, donc il n'y a pas de faux fuyant par rapport à ça, j'assume ça complètement. On doit être rentable pour nos actionnaires d'une part, et aussi parce que ça, c'est la fibre sociale qui m'anime, c'est que tous les mois, il y a à peu près 700 personnes salariées plus freelance qui ont un salaire chez eux par le travail qu'ils font chez RTL. Et je pense qu'à ce niveau-là, on a un rôle aussi à jouer, c'est qu'on nourrit 700 personnes qui, dans leur famille, rentrent avec leur salaire, dans un métier qui est un métier passionnant, amusant, divertissant et très sérieux avec l'information et qui occupe sa place dans ce pays. Vous savez, dans un métier comme le nôtre, on a une concurrence particulière. Il y a les sociétés privées entre elles et puis la société publique. Nous, on est totalement indépendants, notre conseil d'administration est indépendant, nos actionnaires sont indépendants. Je vous le dis, ils sont là pour faire aussi du bénéfice et du dividende pour les actions qu'ils investissent dans ce pays. Je pense qu'on contribue fondamentalement à ce que j'appelle à dépasser le pluralisme dans ce pays. Notre information est totalement neutre et indépendante. Et je pense que tout le monde est s'y attaché. On est un petit marché. N'oublions pas que la Belgique francophone, c'est 4,5 millions de personnes qui sont excessivement perméables à la France. Donc, qu'on le veuille ou non, tous les soirs, dans ces 4,5 millions de viviers de personnes, il y en a quand même un nombre appréciant qui va voir les chaînes françaises. On doit arriver à l'équilibre économique pour exister dans ce marché et être le seul pendant crédible à la chaîne publique. Qu'elle existera toujours parce qu'il y a des subsides pour exister. L'université d'Oxford, le Reuters Institute, fait chaque année un sondage dans le monde entier sur la confiance du public par rapport à ses médias locaux. 2 constats dans l'étude présentée sur base des résultats les plus récents courant 2020. Premier constat, la confiance des Belges, francophones et néerlandophones vis-à-vis de leurs médias en général, elle est élevée, même fort élevée, significativement plus élevée qu'en France ou en Angleterre par exemple. Et deuxième constat de cette étude, la confiance que les Belges francophones attribuent à la RTBF est la plus élevée parmi tous les médias. Ça ne signifie pas que tous les Belges ont confiance dans leurs médias, ça ne signifie pas que la population wallonne et bruxelloise a dans son ensemble confiance dans la RTBF, mais ces chiffres nous singularisent et témoignent en tout cas d'une relation forte en Belgique entre médias et public. Je pense que le public belge est ni plus idiot ni moins idiot qu'un autre, si vous voulez. C'est un public qui est attentif. Donc, alors, il y a l'émergence, ce que je veux dire là, c'est peut-être des banalités, mais l'émergence de tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, etc., où tout le monde a accès évidemment à une plateforme et peut diffuser et amplifier certaines idées, certains préjugés, stéréotypes aussi. Parfois, on y est particulièrement attentif que d'autant que nous, on est né en digital, on est né sur Facebook Live, donc 3-4 mois avant de diffuser sur antenne en télé linéaire, on était déjà sur Facebook et donc on a vu un peu naître aussi tout ce contexte, si vous voulez, de gens qui donnent très directement leur avis, qui expriment des opinions et qu'on relaye, on a voulu préserver ce côté-là, c'est-à-dire qu'on relaye encore souvent les questionnements. Pendant mon interview politique, le matin, il y a toujours de l'interactivité, par exemple, où on va chercher les questions, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, parce qu'on ne peut pas non plus rester hermétique complètement. C'est plus les médias des années 80, 90, début des années 2000, où on était, il y avait les télés qui étaient là et le public qui était en dessous. Non. Elle existe cette méfiance. Dans un exemple, c'est que nous avons eu des fois des journalistes pris à partir d'une manifestation
parce qu'on fait partie de l'establishment. On fait partie de la parole officielle, on fait partie des choses qui sont dites par les gouvernements, les gens qu'on a envie de contester dans les décisions qu'ils nous donnent et qu'ils prennent à notre niveau. Et on est perçu comme les relais de ces gens-là. On n'est pas ça du tout. On est un média indépendant, libre. Notre boulot de journaliste, quand on est dans cette maison, c'est de donner l'information la plus complète possible, la plus croisée possible, et qui peut être critique aussi, à certains égards. Mais effectivement, aujourd'hui, on est perçu comme étant de temps en temps partie de l'establishment, c'est-à-dire ce pouvoir économique, politique, social, et parfois on peut nous critiquer par rapport à ça, d'autant qu'aujourd'hui, n'importe qui, sur les réseaux sociaux, peut poster un avis qui est vu par des centaines de gens, des milliers de gens, et que ça correspond aussi à une espèce d'autre vérité, mais qui n'est pas une vérité, comme je l'ai dit, qui est une vérité qui a ses fondements. Nous sommes non politiques dans la mesure où ni le choix de nos journalistes, ni nos choix éditoriaux ne sont influencés par des courants ou des philosophies politiques. Nous sommes politiques dans le sens où nous traitons de la chose publique. Nous traitons de la chose publique au travers du travail des gouvernements, au travers de celles et ceux qui sont dans une majorité ou dans une opposition. Nous avons une approche qui se veut résolument pluraliste, c'est-à-dire que sur nos antennes, par rapport à un sujet, une thématique, un débat, il y a place pour les différents points de vue, il y a place pour la confrontation, il y a place pour la discussion, le débat. Moi, je pense pas. Je pense que c'est pas joué d'avance et c'est un stéréotype contre lequel on doit se battre, nous autres journalistes, hein, peu importe de quel média on soit originaire finalement ou dans lequel on exerce, on est obligé finalement de réexpliquer, etc. Et il y avait cette tendance, comme je le disais, peut-être un peu présomptueuse des journalistes, des télés, des grands médias, avant d'être, voilà, de regarder d'en haut vers en bas ce qui se passait en bas, parfois peut-être avec un peu de condescendance. Et je pense qu'on est obligé de se remettre en question, on est obligé vraiment de se battre contre ce genre de stéréotypes. Et d'accueillir aussi parfois des opinions qui ne nous plaisent pas vraiment, qui nous remettent en cause. Ce qui est une bonne émission selon NN24, c'est une émission de laquelle vous ressortez en vous dites j'ai appris quelque chose, quoi. Non pas que je suis plus intelligent, mais j'en ressors en ayant j'ai entendu une opinion, j'ai vu quelqu'un que j'aurais pas imaginé voir à la télévision et ce qu'il a dit, c'est pas tout à fait infondé, ça a du sens et là c'est chouette, quoi. Et là on se dit paf, la journée elle est gagnée, quoi, quand on en ressort plus intelligent que quand on l'a commencé. Et suprême paradoxe, aujourd'hui les gens revendiquent de savoir. Aller en rue, poser une question aux gens, demander-leur tiens, le nucléaire pour ou contre, on vous dira pour ou contre. On vous demandait pourquoi d'argumenter, c'est difficile d'avoir peut-être une réponse précise. Il y a 30 ans, vous êtes nucléaire pour ou contre, peut-être c'est plus compliqué, on dit j'ai pas d'opinion. Aujourd'hui, socialement, il est acquis que les gens doivent avoir une opinion sur tout. Ce qui se passe en Russie, c'est bien ou pas? Je ne sais pas ce qui se passe en Russie, mais je vous dirais c'est bien ou c'est pas bien, alors qu'on n'a pas les fondements pour le faire. Notre rôle à nous, de médias, j'aime pas dire traditionnel, mais je dirais professionnel comme nous le sommes, c'est effectivement de donner une information qui est, comme je l'ai dit, croisée, vérifiée et qui est faite par des gens qui sont des professionnels qui ont une éthique. Ce documentaire, il interpellait notre ligne éditoriale et celle d'autres médias. Mon avis n'a que peu d'importance derrière le travail de nos rédactions. Et nos rédactions ont fait à cette occasion-là un travail de confrontation en rappelant toute une série de faits qui étaient les propos, mais en rappelant également peut-être la chose qui pour moi est essentielle dans ce genre de situation complexe et particulièrement anxiogène, dans un moment où l'incertitude est la règle, eh bien il faut admettre la complexité. Il faut admettre la complexité, et la complexité, ce n'est pas une réponse simple à un problème complexe, et la complexité, c'est aussi accepter qu'une réponse évolue au fil de la connaissance. Maintenant, et de manière un peu plus anecdotique, comme administrateur général, j'ai lu dans l'interview du réalisateur de ce documentaire un propos selon lequel il avait proposé ce documentaire aux chaînes de télé qui ne l'avaient pas accepté. Il se fait que ce n'est pas tout à fait exact, et en tout cas c'est faux par rapport à la RTBF. Il n'y a pas eu de demande pour que nous achetions ou coproduisions ce documentaire. Encore une fois, on a reçu Bernard Crutzen, on n'a pas diffusé finalement son documentaire, il en était question, c'est un petit scoop pour vous, mais on l'a pas fait finalement pour toute une série de raisons, notamment d'ordre journalistique, parce que c'était
Il l'a dit lui-même d'ailleurs, on lui avait demandé de rééquilibrer certains trucs, certains points de vue journalistiquement. Quand il mettait en cause certaines personnes, on aurait voulu qu'il donne l'occasion aux personnes mises en cause de répondre. Ça, c'est la démarche journaliste, journalistique, d'équilibre. Il ne l'a pas fait, donc on ne l'a pas diffusé. Mais par contre, on l'a reçu, le réalisateur, parce que ça s'inscrit vraiment dans l'ADN et dans l'ADN d'Hélène 24, dans le cadre dans lequel on veut travailler, c'est-à-dire donner la parole aux uns et aux autres. On se serait senti mal et pas à notre place si on avait, comme certains, fusillé son documentaire, tape, et puis pas le laisser s'exprimer. Je pense qu'on a eu raison de lui demander de venir s'exprimer. Il a 1 million de vues sur les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non. C'est un phénomène de société, peu importe ce qu'il y a dans son documentaire. Et sur ce qu'il y a dans son documentaire, le fond du truc, c'est qu'il remet aussi en cause les médias traditionnels. Là, j'ai quelques réserves parce que je vois aussi comme nous, on a travaillé, on a vraiment essayé de donner la parole aux uns et aux autres. On n'a pas roulé pour les sociétés pharmaceutiques où il n'y a pas de grand complot là derrière. Donc voilà, mais ça vit dans la société, il faut en rendre compte. Alors, petit bémol aussi à mes collègues RTL, RTB, ils ont aussi fait leur travail de manière formidable pendant toute cette crise Covid. Donc je pense que voilà, ça, il faut le souligner aussi. Ce n'est pas un reportage pour moi, ce n'est pas un documentaire. C'est une histoire. On raconte une histoire qui sert des intérêts, ou en tout cas une philosophie, une idée de ce que les gens ont pu se faire, de ce qui se passe pour le moment. Alors, vous savez, ça aurait été un scénario à Hollywood, c'est une très belle histoire. Ça fait un super film avec un grand acteur qui joue le rôle principal, ça serait une très belle histoire. Le problème, c'est qu'on raconte cette histoire aujourd'hui en faisant passer ça pour la réalité. Ce n'est pas la réalité. Pourquoi ce n'est pas la réalité? Parce que si des questions qui ont été posées dans ce reportage, non pas ce reportage, dans ce morceau d'audiovisuel, sont des questions pertinentes, je crois qu'il y a des questions là-dedans qui sont éminemment pertinentes, et je pense qu'il y a des questions posées qui sont intelligentes et à des bonnes personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de sous-entendus, beaucoup de contradictions, beaucoup de propos qui n'ont pas été vérifiés, beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, et qui le sont dans un seul objectif, c'est effectivement de faire croire qu'il y a un complot, une conspiration, quelque chose qui fait que...